Imaginez ceci. Vous vous réveillez au bruit de rats qui rongent vos bottes. Pas de la petite espèce. Ces rats sont aussi gros que des chats de maison, engraissés de cadavres. Ils ne s'enfuient pas quand vous bougez. Ils se contentent de vous dévisager. Vous en chassez un et vous vous asseyez. Votre dos vous fait souffrir et vos mains sont engourdies. Il y a de la boue partout, dans vos chaussettes, sous vos ongles et dans votre bouche. Vous n'êtes pas dans un lit, vous êtes dans une tranchée. Et ceci n'est pas du sommeil, c'est un combat pour la survie. Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où l'esprit humain peut endurer avant de simplement se briser? L'odeur vous frappe en premier, chair en décomposition, sueur et gaz chloré imprégnés dans les planches de bois. Elle colle à votre peau comme une malédiction. Le sol est une boue profonde jusqu'aux chevilles, un mélange de pluie, de sang et d'eau usée des latrines. Vous avez renoncé depuis des semaines à essayer de garder vos pieds au sec. Maintenant, vous espérez seulement qu'ils ne deviennent pas noirs et ne tombent pas. Vous l'avez déjà vu, le pied de tranchée. Ça commence par les orteils engourdis, puis l'enflure, puis la putréfaction. Si vous avez de la chance, l'infirmier le coupera à temps. Sinon, votre uniforme n'a pas été propre depuis des mois. Les poux dans vos coutures mordent sans arrêt. Vous vous grattez jusqu'au sang. Vous en riez avec les autres, car pleurer serait la seule autre option. Le petit déjeuner est un biscuit dur, parfois moisi, parfois plein de charançon. Vous le mangez quand même, parce que vous mourrez de faim. Vous l'êtes toujours. Vous vérifiez votre fusil, un Lee Enfield. Le canon encrassé de boue est légèrement voilé, mais c'est tout ce que vous avez. Vous le nettoyez avec de la salive et un chiffon, car s'il s'enraye lors de la prochaine attaque, vous êtes mort. Votre baïonnette cliquette à votre hanche, un morceau d'acier émoussé qui transforme les hommes en chair. Vous l'avez déjà utilisé. Trop proche pour l'oublier, trop loin du pardon. À 6 heures du matin, le pilonnage commence. La terre tremble et vos tympans éclatent. Le ciel disparaît dans la fumée et le tonnerre. Vous vous agrippez à la paroi de la tranchée, enfonçant vos ongles dans la terre. Vous priez pour que votre nom ne soit pas sur le prochain obus. Quelqu'un plus loin hurle, mais vous ne bougez pas. Non pas parce que vous vous en moquez, mais parce qu'il ne reste plus rien pour ressentir quoi que ce soit. À quoi penseriez-vous dans ces dernières secondes, avant que le coup de sifflet ne retentisse? Les ordres arrivent. Préparez-vous à monter au front. Vous et une centaine d'autres allez grimper par-dessus le rebord, charger à travers le No Man's Land et essayer d'atteindre la tranchée ennemie. Vous l'avez déjà fait auparavant. La moitié de ceux qui sont partis avec vous la dernière fois n'est pas revenue. L'autre moitié, eh bien, elle n'est pas revenue indemne. Avant le sifflet, vous écrivez une lettre à votre mère et à votre bien-aimé. Pas de poésie, juste des vérités. Je suis vivant. Je ne sais pas pour combien de temps encore. Dis à Père que je fais mon devoir. Dis à Annie que je suis désolé. Vous la pliez et la glissez dans votre manteau. Peut-être que quelqu'un la trouvera, peut-être pas. Le sifflet retentit. Vous montez à l'échelle. Vos jambes tremblent et votre cœur bat comme un tambour dans votre gorge. Au moment où votre tête dépasse le bord de la tranchée, vous vous mettez à courir. Le No Man's Land est la mort visible. Fils de fer barbelés, cratères d'obus, arbres déchiquetés comme des os noircis et des cadavres. Tellement de cadavres, certains récents, certains amputés de membres, certains fixant le néant. Vous entendez la mitrailleuse avant de la voir, un son comme du papier qu'on déchire. Votre ami à côté de vous s'effondre, sa gorge a disparu. Vous continuez à courir, non pas parce que vous êtes courageux, mais parce que s'arrêter signifie mourir plus lentement. Des mortiers explosent et la terre pleut. Vous plongez derrière un morceau de béton, reprenez votre souffle, puis vous vous relancez en avant. Une balle effleure votre casque. Une autre traverse votre épaule. Vous tombez.
votre bouche se remplit de boue, et votre sang est chaud. Votre cri est silencieux, mais vous respirez encore. Vous rampez centimètre par centimètre vers un cratère d'obus, vers la sécurité, vers un infirmier qui n'est peut-être même pas là. Vous perdez connaissance. Quand vous vous réveillez, vous êtes au poste de secours, si on peut l'appeler ainsi. C'est un abri éclairé à la bougie, avec des mouches partout. Le sang a imprégné chaque centimètre de tissu. L'infirmier a l'air fatigué, alors qu'il vous recoue sans morphine. Vous hurlez, mais il ne scie même pas. Il a vu pire. Vous aussi. Vous passez une semaine loin du front, mais vous ne vous reposez pas. Vous revivez tout dans vos rêves, dans les tremblements et dans le silence. Et puis il vous renvoie, car c'est ça la guerre. Vous combattez, vous saignez, et vous y retournez jusqu'à ce que vous soyez mort. Vous rencontrez de nouvelles recrues, au visage frais, dans des uniformes propres qui sentent le savon et le courage. Vous ne les haïssez pas, vous les enviez. Ils croient encore qu'il y a de l'honneur là-dedans. Ils ne savent rien encore des rats, des poux, du gaz ou de la peur qui ronge votre esprit, pire que n'importe quelle balle. Vous arrêtez de leur parler parce qu'ils seront morts dans une semaine et que vous ne pouvez pas vous permettre un autre fantôme. Puis vient l'attaque au gaz. Vous entendez le sifflement comme un serpent rampant sur la boue. Vous cherchez votre masque en tâtonnant après les sangles, alors que vos poumons brûlent déjà. Des hommes autour de vous hurlent et se griffent la gorge et les yeux. Vous voyez un homme se noyer debout, ses poumons remplis d'air caustique et son sang bouillonnant par son nez. Vous plaquez votre masque et priez pour qu'il soit étanche et qu'il fonctionne. Ce n'est pas une bataille, c'est un meurtre. Et puis, un jour, un miracle se produit. On dit que la guerre pourrait finir et qu'un armistice approche. Vous ne jubilez pas, vous n'y croyez pas. Car comment finit-on une chose pareille? Comment arrêter l'enfer une fois qu'il a commencé? Mais soudain, les canons se taisent. Plus de tirs d'obus, plus de mitrailleuses, seulement le vent et les oiseaux. Vous n'aviez pas entendu d'oiseaux depuis des années. Vous sortez de la tranchée, non pas comme un soldat, mais comme un fantôme. Couvert de boue, les yeux creusés, l'âme partie. Vous revoyez le soleil, mais il ne semble pas chaud, parce que vous n'êtes plus le même homme. Vous avez enterré cette version de vous-même dans le No Man's Land avec vos amis et vos ennemis. Et les parties de vous qui rêvaient autrefois, ils vous renvoient chez vous avec une médaille, une boiterie et un silence que personne ne comprend. Les gens demandent comment c'était, mais vous ne répondez pas. Comment décrire cela? Comment expliquer ce regard fixe, l'odeur qui ne quitte jamais le nez, ou les cauchemars qui attendent derrière chaque battement de paupières? On ne peut pas. Alors vous restez assis là, vous opinez du chef et essayez de vivre. Mais, en vérité, vous n'avez jamais quitté la tranchée. Pas vraiment, car votre vie de soldat des tranchées pendant la Première Guerre mondiale n'était pas faite de gloire, de patriotisme ou d'héroïsme. C'était de la boue, du sang et de la folie. C'était regarder le monde s'effondrer obus après obus et savoir que vous avez survécu, non parce que vous étiez fort, mais parce que la mort était occupée ce jour-là. C'est ce que vous vous dites, pas que vous étiez courageux ou que vous le méritiez, juste que vous avez été oublié. Vous contemplez l'uniforme que vous avez pu garder, toujours taché, toujours déchiré. Vous êtes censé en être fier, mais on a l'impression de porter une peau qui ne vous appartient plus. Ils vous donnent une pension, une petite, assez pour manger si vous sautez certains repas, et assez pour dormir si le froid ne vous dérange pas. Certains jours, vous vous asseyez près du feu, non pas pour la chaleur, mais parce que le crépitement vous rappelle le tir des mitrailleuses. C'est un réconfort cruel, familier comme un vieil ennemi qui n'est jamais vraiment parti. Vous essayez de reprendre votre ancien travail, mais vos mains tremblent trop.
Votre patron vous offre des sourires polis et vides. Vous pouvez le sentir derrière ses yeux. Il voit un homme brisé, pas un homme utile. Alors vous partez. Vous marchez dans les rues et observez les gens se presser. Ils se plaignent du temps, de la politique ou du prix du pain. Vous avez envie de hurler et de leur dire ce que l'on ressent face à de vrais problèmes. Mais à quoi bon? Ils n'ont pas entendu les cris dans l'obscurité. Ils n'ont pas creusé de tombes avec leurs mains. Ils n'ont pas vu des garçons devenir des cadavres. Alors vous continuez votre chemin. La nuit, la guerre revient. Pas en rêve, mais en éclair. Vous fermez les yeux et voyez la tranchée. Sentez les parois humides et l'odeur du sang. Vous vous réveillez et vous agrippez à votre couverture, pensant que c'est du fil de fer barbelé, pensant que vous êtes coincé et que vous mourrez. Vous haletez, la sueur perle, le cœur s'emballe. Vous fixez le plafond et essayez de vous rappeler où vous êtes et quand vous êtes, car le temps ne bouge plus pour vous. Il est coincé quelque part entre le coup de sifflet et la balle. Les gens vous appellent un héros. Ils vous tapent sur l'épaule et boivent à votre santé dans le café du coin, mais leur regard s'échappe si vous parlez trop longtemps ou si vos histoires deviennent trop réelles. Ils veulent la version de la guerre des chansons, pas celle qui a rampé dans votre tête et ne l'a plus jamais quittée. Alors vous arrêtez de parler. Vous restez assis seul dans le coin, un fantôme. Personne ne veut réveiller ce souvenir. Votre famille essaie de comprendre. Ils font des efforts. Votre mère répète sans cesse que tu es à la maison maintenant, comme si le retour de votre corps signifiait que votre esprit l'était aussi. Votre sœur demande pourquoi vous sursautez quand elle laisse tomber une assiette. Vous ne répondez pas. Vous souriez seulement, un sourire mince et fatigué. C'est le même sourire que vous aviez quand vous tiriez le corps de votre meilleur ami à l'abri en faisant semblant qu'il puisse encore vivre. Certains dimanches, vous allez à l'église, non pas pour Dieu, mais pour le silence. C'est le seul endroit où les échos s'arrêtent. Vous ne vous agenouillez pas et ne priez pas. Vous restez simplement assis là. Vous laissez la lumière des vitraux couler sur vous, et vous vous demandez où était Dieu dans le No Man's Land. Vous essayez de fréquenter une fille nommée Elsie. Elle a les yeux clairs et une voix douce, et elle rit trop facilement. Quand elle touche votre main, vous tressaillez. Vous ne le voulez pas, mais vous le faites. Et quand elle pose des questions sur la guerre, vous mentez. Vous dites que vous avez eu de la chance et que vous étiez surtout près des lignes de ravitaillement. Elle acquiesce et sourit, sans connaître la différence entre la chance et le fait de survivre à l'enfer. Vous allez aux réunions d'anciens combattants, des salles pleines d'hommes, exactement comme vous. Ils disent tous la même chose. Ça va. Ce n'est pas vrai. Certains tremblent, certains boivent, certains pleurent quand personne ne regarde. Mais ici, vous n'avez pas besoin de mentir. Vous restez assis là, écoutez et opinez du chef quand un autre homme dit « Je peux encore les entendre ». Parce que vous le pouvez aussi. Les années passent. Vous vieillissez et le monde passe à autre chose. Les journaux cessent d'écrire sur la guerre. Les enfants dans la rue jouent aux soldats comme si c'était un jeu. Ils ne savent pas. Les livres d'histoire l'appellent la Grande Guerre. Un nom bien trop élégant pour quelque chose d'aussi ignoble. Vous gardez les médailles dans une boîte. Vous ne les exposez pas. Vous ne voulez pas qu'elles brillent. Laissez-les rouiller comme tout le reste de ce que la guerre a touché. Vous visitez les tombes, des rangées de pierres blanches, infinies et propres, trop propres. Vous murmurez les noms, pas tous, seulement ceux dont vous vous souvenez. Tom, l'Anglais, MacArthur, même le garçon allemand qui appelait sa mère pendant qu'il se vidait de son sang dans le cratère d'obus à côté de vous. Vous posez votre main sur la pierre et ne dites rien, car que pourriez-vous dire qui n'ait pas déjà été enterré depuis longtemps? Ils construisent un monument sur la place du marché, du granit poli, haut, avec votre nom dessus.
vous ne participez pas à la cérémonie. Au lieu de cela, vous vous asseyez au fond de la foule et regardez le maire lire des mots qu'il n'a pas écrits. Vous observez les enfants déposer des fleurs qu'ils ne comprennent pas, et tout le monde applaudir comme si la guerre était une pièce de théâtre, et vous la révérence finale. Parfois, vous buvez la nuit, non pas pour oublier, mais pour vous souvenir selon vos propres termes. Vous vous servez un verre, fixez la fenêtre, et prononcez à nouveau leur nom. Ceux qui ne sont pas revenus, et ceux qui sont revenus, mais qui ont laissé quelque chose derrière eux. Vous vous demandez quel serait votre nom si la balle n'avait pas raté sa cible, ou si vous n'étiez jamais revenu. Quelqu'un d'autre raconterait-il votre histoire? Dirait-il la vérité? Des décennies plus tard, le monde repart en guerre. Vous lisez les gros titres, voyez les uniformes et entendez les discours. D'autres drapeaux, les mêmes mensonges. Vous regardez les jeunes garçons marcher dans la rue, le menton haut et le cœur plein d'attente, et vous dites une prière pour eux, non pour la victoire, mais pour la survie. Car vous savez, la victoire n'est que le nom que les gens donnent au camp qui enterre le moins de fils. Une nuit, vous ouvrez la vieille malle que vous n'avez pas touchée depuis des années. À l'intérieur se trouve votre casque cabossé, votre uniforme raide et une photo de 5 garçons souriant dans la boue. Vous touchez leur visage. Tous sont partis maintenant. Mais ici, figés dans le temps, ils vivent. Vous vous adossez et vous vous laissez pleurer. Non pas comme un soldat, mais comme un homme. Car enfin, vous comprenez que vous n'avez pas survécu à la guerre. Vous l'avez portée chaque jour, à chaque pas, à chaque souffle. Quand votre heure vient, tout est calme. Pas de sifflet, pas d'obus, juste le doux ronronnement d'une chambre d'hôpital, une infirmière qui lit le journal et un oiseau devant la fenêtre. Votre dernière pensée n'est pas pour la mort. Elle est pour la voix d'un ami chantant une chanson paillarde pendant une pause dans les combats. Son rire était si fort, si stupide, si vivant. Vous souriez, et puis vous n'êtes plus là. Ils vous enterrent avec les honneurs, plient le drapeau et jouent du clairon. Quelques personnes assistent, certaines pleurent, d'autres ne savent pas pourquoi elles pleurent. Vous n'êtes plus qu'un nom de plus, une pierre de plus, une ligne de plus dans le livre. Mais pendant un instant, quelqu'un lit votre histoire. Quelqu'un prononce votre nom, et quelque part, sous le silence de l'histoire, la tranchée résonne encore. Pas de cris ou de coups de feu, mais de souvenirs. Car c'était votre vie de soldat des tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Pas une épopée héroïque, pas une chanson de gloire, juste de la boue et du sang, et cette forme silencieuse de courage sur laquelle personne n'écrit jamais de chanson. Si cette histoire a changé votre regard sur les livres d'histoire et les sacrifices dans la boue, abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo. Nous déterrons l'histoire que l'on a tenté d'enterrer. Aidez-nous à semer les graines de l'avenir. Le prochain trésor du passé sera bientôt révélé.